En 1977, à Columbus, dans l'Ohio, un homme est accusé de viol, d'enlèvement et de braquage. Il s'appelle Billy Milligan. Les gens diront, lorsqu'il a été arrêté, qu'il était comme perdu, qu'il n'avait pas l'air de comprendre ce qui lui arrivait. Mais alors, que s'est-il passé? Si vous vous intéressez un peu à la santé mentale, vous n'avez pas pu passer à côté de ce documentaire. Billy Milligan, c'est monstre en lui. C'est une mini-série qui retrace l'histoire de Billy Milligan, un criminel atteint du TDI. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir à nouveau son histoire, et ensuite d'aller voir ce qui ne va pas au sujet du TDI. Et tout ça par une personne atteinte de ce trouble. Moi. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter dans son enfance. Billy naît le 14 février 1955, deuxième des 3 enfants de la famille. Il vit très tôt un premier traumatisme lorsqu'il frôle la mort à cause d'un problème respiratoire. Les premiers problèmes familiaux de Billy commencent dès son enfance. Son père battait sa mère jusqu'au jour où elle décide de s'en aller. Suite à ça, le père de Billy se suicide, laissant les enfants orphelins. Finalement, leur mère les récupère et quelques années plus tard, elle se remarie avec un homme. On dit alors de Billy qu'il était un enfant solitaire, malgré qu'il soit très proche de sa sœur. S'ensuit un divorce, puis un deuxième mariage pour la mère des enfants Milligan. Et c'est là que le cauchemar commence. Oui, je sais, ça fait déjà beaucoup pour le petit Billy, mais vous allez voir, il n'était pas du tout au bout de ses peines. Le nouveau beau-père de Billy devient très vite violent avec sa mère, et l'enfant assiste à des scènes assez horribles. L'homme buvait énormément et devenait de plus en plus violent au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les violences dont il faisait preuve pour vous épargner, mais globalement, il était très violent aussi avec les enfants, jusqu'à parfois les assommer. C'était de la torture. Un climat invivable pour des enfants en bas âge, pour n'importe qui en fait. Il faut également savoir qu'il était particulièrement méchant avec Billy. Il le détestait. Et tout ça a atteint son poids culminant lorsque la famille déménage dans une ferme à Columbus. Un jour, son beau-père emmène Billy dans la grange, l'attache et le laisse là. Quand les voisins retrouveront Billy, ses vêtements étaient arrachés. Je vous laisse imaginer ce que son beau-père lui avait fait subir. Oui, ici on parle de viol, et selon Billy, à plusieurs reprises. Pour finir avec cette enfance horrible, je dois vous raconter une histoire assez choquante. Plus choquante que ce que je vous ai déjà dit, je sais, ça paraît fou. Mais c'est important pour comprendre l'histoire de Billy Milligan, et la violence qui a permis à son TDI de se développer. Donc, c'est un peu dur à dire, mais en gros, Chalmer Milligan, le beau-père de Billy, le force un jour à creuser un trou, à s'allonger dedans, puis va uriner dessus. Voilà. Plus tard, lorsqu'il est adolescent, Billy va planifier de tuer Chalmer. Et lorsque sa sœur va lui demander pourquoi il ne l'a pas fait, Billy n'a aucun souvenir d'avoir eu cette idée. Il ne sait pas du tout de quoi sa sœur lui parle. Nous assistons ici aux prémices du TDI de Billy. Un jour, le frère de Billy ira jusqu'à mettre leur beau-père à la porte, en le menaçant de le tuer. Je l'ai mis dehors et je lui ai dit « Si tu reviens dans cette maison, je te promets que je te tue. » Ce qui mettra fin aux années de supplice vécues par les enfants. Ça fait beaucoup d'infos pas très fun, je sais. Maintenant, je pense qu'il est temps de vous expliquer brièvement comment se forme un trouble dissociatif de l'identité. Pour faire simple, dans l'enfance, lorsque votre identité se forme et se rassemble, si vous vivez des traumatismes, elle va se fragmenter, afin de séparer les souvenirs et survivre aux événements traumatiques. Ces parties de l'identité, appelées aujourd'hui altères, vont se développer chacune de leur côté, avec leur propre mémoire et personnalité. Bien, maintenant que vous savez ce qu'il en est du TDI, revenons à Billy. En 1977, donc, Billy est arrêté. Lorsqu'il arrive en prison, il est tellement perdu et avait des comportements bizarres, si je peux me permettre le terme, qu'une évaluation psychologique lui sera faite. Suite à cette évaluation, qui décèlera des choses troublantes, l'hypothèse d'un TDI est alors émise. Il faut donc que Billy soit transféré dans un hôpital et examiné par un spécialiste. La seule spécialiste du TDI étant le Dr Wilber, connu pour avoir travaillé sur le cas Sibyl des années auparavant. Le docteur parviendra à parler avec un bon nombre des identités de Billy, qui sont au nombre de 24. Voici quelques extraits des interviews. I control the spot completely. I say who is on and who is off. I will have to pay for it. I mean, but if I get here in this hospital, somebody gonna hurt me and make me go to sleep. But if I go to sleep, I don't get hurt. On peut voir que Billy veut souvent partir, s'endormir comme il le dit, pour éviter de se souvenir du passé et d'en parler avec la psychiatre. Après une enquête approfondie de la part du médecin, il sera dit que c'est l'alter Reagan de Billy qui a commis les viols dont 4 femmes l'accusent. Le problème maintenant, c'est comment faire pour inculper Billy. Et même, est-ce que l'on doit l'inculper ou bien l'innocenter? Le docteur Wilber dira à la cour que Billy Milligan serait apte à être jugé uniquement lorsque ses alters auraient fusionné.
La fusion, c'est un processus thérapeutique qui sert à réunir toutes les parties dissociées. Et en fait, dans ce documentaire, on parle de la fusion comme un moyen de guérir du TDI, comme un but en soi. Mais ce n'est pas du tout vrai. En thérapie, aujourd'hui, c'est possible de réunir tous les haltères et de fusionner, mais c'est un processus qui prend des années. Et chaque personne atteinte du TDI décide elle-même si elle veut le faire ou pas. Ses avocats et psychiatres défendront Billy en disant qu'il n'était pas en possession de ses moyens lors des crimes et que ce n'était même pas lui qui les avait commis. À l'issue du procès, Billy Milligan sera jugé non coupable des 9 chefs d'accusation qui planaient sur lui, pour cause d'aliénation mentale. Quand la nouvelle tombe, tout le monde est abasourdi. Les victimes, les psychologues et même son frère et sa sœur qui n'excuseront pas son comportement. Billy restera en hôpital psychiatrique jusqu'en 1988. Une fois libéré, il disparaîtra jusqu'en 2012 où il part vivre chez sa sœur. Il décédera 2 ans plus tard en 2014 d'un cancer. Bon, voilà pour l'histoire de Billy Milligan. Maintenant, passons à la partie où j'analyse le documentaire pour voir tous ses problèmes. Au tout début de la série, on nous dit c'est un cas très rare, 1 sur 1 million. Bah c'est complètement faux. Il y a environ 1,5% de la population qui a un TDI. Pour avoir un exemple de comparaison, il y a 2% des personnes qui ont les yeux verts. Ça veut dire qu'il y a presque autant de personnes qui ont un TDI que de personnes qui ont les yeux verts. C'est assez énorme. Ensuite, j'aimerais revenir sur le nombre de psys qui témoignent dans le documentaire. Ils disent souvent des trucs très faux. Au début, ça m'a saoulé. Et après, je me suis dit que tous les psys peuvent pas être calés sur ce sujet, donc c'est compréhensible, mais du coup, il aurait fallu prendre uniquement des psys qui étaient compétents. Maintenant, voilà la liste des choses fausses qui sont citées dans la mini-série. Déjà, les termes personnalité et troubles de la personnalité multiple qui ne sont plus utilisés depuis que le TDI est rentré dans le DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel officiel de diagnostic qui est utilisé par les psychiatres. Ensuite, on nous décrit les switches, donc le fait de passer d'un alter à un autre, comme très rapide et très fréquent. Déjà, il faut savoir que dans la vraie vie, un switch, ça peut durer des dizaines de minutes, ça dépend vraiment des personnes. Et parfois, ça arrive que 1 ou 2 fois dans la journée. Après, il y a le fait qu'on dise souvent personnalité principale, vrai Billy, personnalité originale. Bah ça veut rien dire en fait, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas une vraie identité. Le but d'un système, c'est d'être un ensemble de parties dissociées qui forment une seule et même personne, avec une multiplicité. Évidemment, il y a toujours un alter qui est plus présent que les autres, on l'appelle l'hôte, mais il n'est pas le vrai alter, la vraie identité. J'ai aussi noté l'utilisation des termes monstre et possession qui sont super péjoratifs, je vais pas vous faire un dessin. Ok, voilà pour la petite liste, maintenant on a encore 2-3 trucs à débunker. Je pense qu'un des principaux problèmes de ce documentaire, c'est la banalisation du viol. À partir du moment où Billy est diagnostiqué, tout le monde se met de son côté, commence à dire « oui, mais c'était pas de sa faute », il était pas lui-même, il est pas apte à être jugé, etc. Et le fait de raconter son histoire tragique, c'est cool pour comprendre comment s'est développé son TDI et comprendre son passé, mais pour le coup, ça crée un peu une sorte de compassion, et ça, c'est assez grave compte tenu des crimes qu'il a commis. On est vraiment sur la déculpabilisation du viol. Aussi, et ça, c'est en partie dû à l'époque où se passe l'histoire, mais j'ai eu l'impression en regardant que TDI était égal à hôpital psychiatrique. Alors qu'encore une fois, dans la vraie vie, c'est pas vrai du tout. Une personne avec un TDI peut très bien fonctionner toute seule du moment qu'elle est suivie en thérapie. Et encore, il y a des personnes qui découvrent leur TDI seulement 30 ans ou 40 ans plus tard et qui pendant toutes ces années ont réussi à vivre sans l'aide de personne. Et oui, parce que c'est un mécanisme de survie le TDI, donc ça fait plutôt sens. Maintenant, j'ai quelques citations du documentaire à analyser et c'est un peu compliqué parce que c'est aberrant ce qu'ils disent, mais c'est important pour comprendre les problèmes. Les personnes TDI sont influençables, en manque d'attention, aiment jouer des rôles. Ils créent des personnalités, ont beaucoup d'imagination. Bah faux du coup, c'est vraiment une maladie le TDI, pas un jeu. Et surtout dans le TDI, il y a beaucoup de masking. Le masking, c'est le fait de cacher inconsciemment un trouble qu'on a. Donc c'est clairement l'inverse de vouloir de l'attention. Après Billy, il y a eu une mode, et plein de cas TDI sont apparus. Chaque cas est une copie d'un cas antérieur. Ça pareil, c'est complètement faux. En fait, le phénomène qu'ils décrivent, ça s'appelle un éveil des consciences. C'est tout simplement le fait que le trouble va être médiatisé, on va beaucoup en entendre parler, et donc ça va faire écho chez certaines personnes qui vont se reconnaître dedans. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En 2020, il y a eu une vague de contenu autour du TDI. Moi, je me posais déjà des questions à l'époque, mais je connaissais pas le TDI. Une personne m'en a parlé, m'a dit que je ressemblais à ça. Je me suis renseignée, et plus tard, je me suis fait effectivement diagnostiquer. Tout le monde ne peut pas développer un TDI. C'est faux, n'importe qui vit des traumatismes ou du stress intense et répété dans son enfance peut développer un TDI. Il y a forcément des personnalités violentes. Pas du tout, voire jamais, s'il vous plaît, arrêtez avec ce cliché, oui Split, c'est à toi que je parle. Dans un système, il peut y avoir des alters persécuteurs. Ça va être des alters qui vont s'en prendre parfois au corps, mais ils seront jamais violents envers autrui. Et en plus, c'est une manière de se protéger. Et concernant les crimes, on a voir une autre facette de lui autrement qu'un violeur. Je ne me suis jamais senti en danger avec lui. Clairement une manière de le dédouaner. C'est pas ok du tout. Alors, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo.
L'idée d'un documentaire sur le TDI, c'est très chouette. Ça peut clairement aider à faire connaître le sujet au grand public et à éduquer les gens sur le trouble. Sauf que là, c'est tout le contraire. Avec toutes les conneries qui sont dites, ça a juste contribué à desservir la cause et à répandre de la désinformation, à ancrer encore plus certains clichés. En plus, toute la déculpabilisation autour du viol, c'est très grave et ça nous fait clairement pas avancer. Et pour finir, je dirais que ce documentaire est aussi là pour faire de l'argent, donc on est clairement sur la monétisation d'un trouble mental. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était mon retour sur cette chaîne et on se retrouve très bientôt. Bisous.